Ok. Je m'enregistre, ça fait un moment que j'avais pas fait d'enregistrement. Donc je vais tester. Là j'ai un nouveau téléphone portable qui a coûté une centaine d'euros. Un peu moins, je sais plus, 80 euros je crois. Je dis 80 euros. C'est un Samsung A14 de tête. Et donc bon. Là ce que j'essaie de penser ici c'est enfin là je voulais me filmer parce que j'essaye là de reprendre à la fois quelque part un truc que j'ai fait depuis un moment qui est un certain travail sur la question du capital. Et j'étais en train de boire un café bon, je vais essayer de formuler ça parce que là le problème c'est que voilà, là ça serait bien. J'ai hésité un petit peu à écrire ces questions-là, à faire un travail d'écriture, ce qui peut être toujours intéressant. Et en même temps, là, l'écriture semblait, en fait, c'est que mon PC avait plus de batterie, donc du coup, je pouvais pas écrire, bien sûr. Et donc, voilà. Et donc, je me suis dit, peut-être que c'est l'occasion justement de repasser par l'oral, quoi. De repasser par l'oral et de travailler la question de l'oral, sachant quelque part qu'il y a là-dedans, en effet, une multiplicité des flux. C'est-à-dire que ce qui devient intéressant, c'est de penser ici, voilà, en termes de multiplicité, c'est-à-dire qu'il y a le journal qui est un espace d'écriture qui permet beaucoup de choses, mais j'ai aussi ici la question de l'oralité, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui, pour moi, reste un petit peu compliqué parce que c'est pas assez pensé, je trouve. Ce qui fait que quand j'écris, j'ai l'impression de comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'écrit, de comparer par rapport à d'autres gens qui écrivent, etc., etc. Mais j'ai l'impression que dans le rapport à l'oralité, la question du podcast ici, la question de m'enregistrer en train de parler, en fait, c'est aussi une pratique d'écriture qui est un peu minoritaire, justement, mais elle peut être, je trouve, très émancipatrice aussi parce qu'elle peut permettre d'aller très très loin également. Voilà. Jusque-là, j'ai eu un petit peu de mal parce que je me suis beaucoup enregistré à l'oral et j'ai l'impression qu'il y a eu plein d'enregistrements, mais ces enregistrements n'ont pas, pu aboutir à une forme de réflexivité. C'est-à-dire que je les relis pas, je les réécoute pas, et donc du coup, ça crée aussi un sentiment de, peut-être quelque part que du coup, voilà, ils sont comme un peu perdus, quoi. Mais je pense parce que justement, il n'y a pas un travail qui est fait après, parce que c'est un peu plus compliqué, ça demanderait de passer par du réécoute, du montage, des choses comme ça, mais pourquoi pas, hein, peut-être qu'il faut le faire. En tout cas, bon, cela dit, pour moi, c'est quand même des espaces qui permettent de remettre en forme tout ça, et c'est important. C'est clair que dans l'écriture, quelque part, je sais pas, quand j'écris une phrase, je la relis, il y a quelque chose qui fait que on a l'occasion de se repencher dessus, quoi, du coup. Mais là, peut-être qu'il faudrait que j'invente des dispositifs aussi, quelque part, ça serait intéressant, ça. Des dispositifs de retravail de l'oralité, quoi. Une sorte de micro-enregistrement que je redéploie, voilà, vraiment toutes des techniques quelque part comme ça, ça pourrait être très très bien de faire ça, je pense. Bon, vraiment une forme de réflexivité orale ou un truc comme ça, quoi. Bon. Alors, bref, je continue sur ce que je voulais faire ici, parce que moi, ce que j'aime bien ici, c'est de marcher en même temps que je parle. Quelque chose qui renvoie ici quelque part à une oralité, à une philosophie orale aussi, un petit peu comme avec Socrate, quoi. Du coup, on discute en parlant, même si là c'est passé à un téléphone. On parle en marchant, plutôt on philosophe en marchant. Donc il y a un mélange entre les deux, entre à la fois le mouvement du corps, assez lent, mais quand même, et en même temps, voilà, une pensée. Ce qui devient intéressant aussi, c'est le rapport à l'IA. C'est-à-dire que la question de l'IA aussi là-dedans ouvre un outil considérable. Il y a 5 ans, quand je commençais ce travail d'enregistrement, de paroles, qui était en fait aussi lié pas mal à David Antin, je crois que c'est lui, je veux dire, qu'on m'avait parlé en école d'art et qui fait ça, hein, qui fait comme ça des enregistrements de paroles ou quoi. En fait, il y a, voilà, la question c'est comment passer ici par l'oralité, comment cette oralité peut, voilà, prendre corps sur un objet et peut se transcrire, quoi. L'IA devient intéressant parce qu'elle est capable de pouvoir assez facilement faire une transcription automatique sous forme d'écrit, mais aussi ensuite de pouvoir transcrire cet écrit dans quelque chose qui soit facilement lisible et de pouvoir aussi ensuite en parler, etc. Donc ça veut dire quelque part que j'ai l'impression qu'il y a une automatisation du processus au niveau des formes de l'écrit, hein, que l'IA permet de retrouver quelque part un rapport plus facile entre l'écrit et l'oral, entre les deux, quoi. Bon, alors, donc là c'est vrai qu'il y a tout un jeu qui se joue là-dessus, et de se dire, j'ai l'impression que de la même manière quelque part que dans la musique classique,
on travaille des rapports de fréquence, des rapports d'intervalle, mais on a exclu quelque part le bruit du champ de la musique. Et dans l'électroacoustique, on retrouve dans le bruit quelque part une multiplicité de formes, donc on a une sorte d'ouverture quelque part à un ensemble de formes qui ne sont pas de l'ordre d'une mathématique, justement. Quelque chose qui renvoie beaucoup, parce que peut-être j'ai écouté hier un documentaire sur Foucault, et c'est ça quoi du coup, la modernité, elle a exclu quelque part, elle a produit la raison en excluant tout ce qui était de l'ordre de la folie, etc. Et c'est pareil, il semble que la musique, elle exclut aussi le bruit et tout le reste. Là, il s'agirait un petit peu de retrouver quelque part une forme d'espace de cohérence dans justement ce rapport-là, quoi. C'est-à-dire tout ce qui a été exclu, toute cette division qui a été exclue, comment le relire, en fait, l'interpréter, l'intégrer comme étant en fait comme une sorte de contre-rationalité, si on veut, un petit peu. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que ce qui a été exclu du champ de l'écriture, qui relève de l'oralité, du champ des formes, du champ du son, etc. En fait, comment l'intégrer comme étant en fait une autre pensée, plus subtile, plus riche, qui permet d'aller beaucoup plus loin, en fait. Il ne s'agit pas d'exclure le registre de l'écrit, si on veut, mais d'essayer quelque part, au contraire, de l'inclure dans un espace beaucoup plus vaste, dans lequel il est comme simplement resitué, quoi. Voilà. Alors, bon, donc tout ça me plaît pas mal. J'ai l'impression que c'est déjà ce que j'ai fait depuis un moment. Jusque-là, ça a été un peu compliqué parce que j'avais l'impression, en effet, quelque part, d'être très dépendant, par exemple, de YouTube. Moi, je me dis, bon, la vidéo, c'est bien, mais ça demande beaucoup, par exemple, de disque dur, donc ça demande des moyens. Bon, alors en fait, j'ai trouvé des solutions. Par exemple, je filme en SD, bon voilà. Mais c'est vrai que ça limite aussi beaucoup. Bon, voilà, il y a plein de trucs qui font que, bon, dans l'écrit, par exemple, c'est vrai que quand j'écris, évidemment, l'écrit va être plus précis dans ce que j'écris, etc. J'ai l'impression qu'il y a une pensée qui est beaucoup plus précise. Mais en même temps, dans l'oralité aussi, après tout. Est-ce que c'est vraiment si différent? Pas forcément. Et puis en même temps, quand je fais de l'écrit, il y a aussi des fautes d'orthographe. Donc au final, je suis obligé de me relire, de retravailler les textes, etc. Ou pas du tout. Souvent, je le fais pas. Mais c'est pareil. Ça veut dire que même si là, quand je m'enregistre, il y a des moments qu'on comprend pas très bien, ou que dans la retranscription, il y a des trucs qui fonctionnent pas, au final, c'est comme quand je fais des fautes d'orthographe, ça fait partie quelque part d'un système un peu statistique où il y a des choses qui fonctionnent pas, mais c'est pas grave. Parce qu'on n'est pas dans la précision, on est dans, au contraire, le mouvement. Alors, ce qui m'intéresse pour moi ici, c'est de faire une sorte de théorie. Alors de quelle manière ici, tout ce que j'ai un peu développé ici maintenant depuis quelques années sur ce terrain de nouvelles formes de production de savoir à travers de nouveaux outils, l'outil de la vidéo, l'outil de la prise de parole, un peu de performance, l'outil qui vise à travailler à travers une reconnaissance des affects qui traversent le corps, de le prendre comme un outil quelque part d'indication, de déplacement dans le champ de savoir. De quelle manière, et même aussi l'expérimentation, de quelle manière tout ça permet quelque part aujourd'hui de repenser un ensemble de propositions théoriques, notamment qui relèvent du champ de la philosophie. Alors, là-dessus par exemple, c'est ce que je me disais tout à l'heure en buvant mon café, voilà, c'est que moi j'étais en train de lire un extrait de chez Poston, mais bon, moi chez Poston c'est super, mais bon ça coûte, voilà, le livre il coûte 20 € par exemple, donc il faut l'acheter, c'est pas beaucoup d'argent, etc. Bon. Donc, bon, et en même temps c'est un livre voilà, qui est très important, mais qui va quelque part se baser sur une lecture de Marx, sur un commentaire par rapport à Marx, etc. Et en fait c'est vrai que moi j'ai un peu un truc maintenant de me dire, moi la question de la pensée, c'est pas quelque chose que je fais, alors je sais pas, c'est pas ce que fait Poston, mais j'ai l'impression qu'en fait il y a tout un rapport à la pensée, etc. qui se fait dans dans une lecture de texte sur du long terme. On va chercher quelque part dans un texte la définition de ce que Heidegger appelle le Dasein, dans quel contexte il l'utilise, on va faire une lecture d'un chapitre particulier, etc. Alors c'est intéressant, c'est important parce qu'on a besoin de faire ça. Bon. Mais moi j'ai l'impression quelque part que ce qui s'est passé pour moi, ça a été ce qui a été très instructif aussi, surtout, ça a été passé par une expérientielle. C'est-à-dire que plutôt que d'être dans une sorte de commentaire de texte, un petit peu, la philosophie, quand on prend un texte, qu'on commente, qu'on essaie de déplacer, etc. C'est important, bon, bien sûr. Et ça permet d'aller chercher très loin quelque chose, il faut le faire, c'est un outil. En fait, c'est une technique qui est très puissante, faut pas, bien sûr. Bon. Mais il y a aussi, voilà, moi ce qui m'a plu, ça a été d'être dans l'expérience, quoi. C'est de se dire, la question de l'aliénation chez Marx, je peux la lire dans les textes comme étant une forme d'évidence, voilà, de bon, le travail c'est aliénant, d'accord, ok. Mais je peux aussi le vivre dans le quotidien. C'est-à-dire que peut-être que c'est vraiment en travaillant que je vais quelque part comprendre ce que ça veut dire que l'aliénation. Donc en gros, ce que je dis ici, c'est que
je vais passer ici par une pratique d'expérientiel, une pratique de performance en fait, hein, parce que ça revient un peu à ça, une sorte de performance ready-made, hein, une performance qui consiste ici à travailler, quoi. Voilà, bon. C'est-à-dire quelque part à exercer dans le réel l'enjeu que pose une recherche pour en dégager ensuite une théorie ou pour voir si quelque part l'expérience que j'ai vécue, elle correspond à la théorie ou pas. Voilà. Bon. Et souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, oui, ça fonctionne. Enfin, je dis souvent, j'en sais rien, mais il y a toujours un manque. Ça veut dire que la question de l'aliénation chez Marx, par exemple, c'est de dire, oui, le travail, évidemment, il est aliénant. Mais en fait, il est aliénant, entre guillemets, pas tout le temps. Il est aliénant à certains moments. Et en fait, si on prend de manière générale l'ensemble de ce qui se passe dans le travail, alors, quelque part, ça pose la question autrement. Je vois quelque part que, que souvent ce qui se passe, c'est que l'expérience excède la théorie. En fait, c'est ça qui est très fort. C'est que l'expérience excédant la théorie se concentre quelque part sur un peu un problème qu'il y a dans l'expérience, mais dans l'expérience, dans le côté empirique, dans la performance, il se joue des choses qui excèdent la théorie et qui permettent de la lire différemment, en fait, de l'intégrer dans une sorte de système plus vaste. Et souvent, c'est ça qui est vachement intéressant. C'est-à-dire que, évidemment, moi je trouve ça dans la performance, dans le fait d'explorer le réel entre guillemets au corps à corps, quoi, dans le fait d'être pris dans le corps par le réel, par ce qui se passe, le réel au sens on n'est pas en train de représenter quelque chose, de parler de quelque chose qui serait c'est pas un livre qui parle de l'extériorité, mais c'est une confrontation à cette extériorité dans ce cas-là, quoi, dans sa présence, quoi, si on veut. C'est là qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Voilà. Bon. Par exemple, alors c'est là où j'aimerais parler de ça, la question de l'aliénation, comme j'ai parlé de ça. Moi, ce que j'ai remarqué dans l'aliénation, déjà, c'est que, en fait, c'est la question du travail, ce qui est un enjeu compliqué. Déjà, je dirais quelque part que là, à la base, il y a un problème qui se joue pour moi, qui s'est posé chez moi, parce que moi, j'ai voulu faire un art non humain, disons, pour le dire un peu vite, mais c'est-à-dire un art qui sort de l'humanité. Un art qui sort quelque part en tout cas, d'une certaine conception de l'humanité. Et en effet, il y a peut-être un peu un problème parce que étant identifié comme humain, je suis un peu embêté aussi là-dessus. Mais c'est comme si quelque part je me disais, le rôle de l'artiste, ou un des rôles de l'artiste, c'est de faire un art, en tout cas d'un rôle romantique en tout cas, c'est de faire un art qui va se porter vers l'extériorité. Le Capital étant un art qui concentre, peut-être pas tant que ça d'ailleurs, mais bon, un art qui concentre, qui crée des moyennes quelque part un petit peu, la singularité de l'artiste, il va falloir la chercher en s'extrayant d'une normalité. Voilà. Ce que je voyais, c'est que s'extraire de cette normalité, ça voulait dire aussi subir une grande violence. Ça veut dire qu'on s'extrait aussi des systèmes de sécurité qui nous sécurisent. On va dire la normalité, elle est à la fois très étouffante, ennuyeuse, et elle peut être très rabougrie si on veut, mais en même temps, elle permet aussi un cadre de stabilité. Et quand on s'en éloigne, eh bien, on est soumis aussi à une grande violence et à une forme de rejet, à une exclusion, à une perte d'argent, etc. Et donc du coup, il y avait un espèce de problème comme ça qui se posait, qui était que à la fois j'accédais quelque part à une grande richesse quelque part sur le plan des formes, mais avec aussi le risque d'une sorte c'est comme si j'échappais en effet quelque part à un cadre un petit peu aliénant, un cadre idéologique, à une norme, il y a un côté un peu sectaire, hein. On peut dire que les institutions humaines agissent comme un espace de sectaire qui constitue une sorte de secte humaine. Les humains sont entre eux, ils ne bougent pas, ils ont leur regard les uns sur les autres et ils ne regardent pas ce qu'il y a à l'extérieur. Et en effet, c'est un problème notamment sur un plan écologique. C'est un problème sur un plan existentiel, parce que ça veut dire qu'on est fermé quelque part et que notre vision du réel, elle ne fonctionne qu'entre humains et on n'ouvre pas ce qu'il y a en dehors des humains, entre guillemets. Mais il y a aussi un problème en effet écologique, puisque quelque part, peut-être que la crise écologique, c'est d'avoir une crise de l'attention, c'est-à-dire qu'on ne fait pas attention aux environnements, on ne fait pas attention quelque part à ce qu'il y a en dehors des humains, et donc du coup on reste entre humains, et voilà. Donc pour moi il y avait une nécessité ici. Bon voilà, on peut... Bon, mais en même temps, voilà, ce que je voyais, c'est qu'en effet, tout le système économique, les systèmes de pouvoir sont là pour empêcher qu'on regarde en dehors de l'espace humain. Bon. Alors, maintenant je lirai un peu différemment toutes ces choses-là. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça s'était un petit peu posé, un peu même implicitement. Et en effet, ce que je vois en effet, c'est que la question de l'art aussi se pose en ces termes. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un enjeu très fort sur la question du rapport au RSA en particulier. C'est que la question du RSA pose ce problème-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, jusque-là, quand on était artiste, on pouvait avoir accès au RSA, et le RSA n'était pas
il était conditionné quelque part à à un travail qu'on peut fournir. Et donc déjà, il y avait une ambiguïté qui était posée, mais là, ce travail, il est encore plus formalisé, parce qu'il faut justifier de 15 heures d'activité. Or, ces 15 heures d'activité n'étant pas... ces 15 heures d'activité du RSA n'étant pas... il n'y a pas de... En fait, il faut justifier de 15 heures d'activité. Mais ces activités n'étant pas définies comme étant un travail salarié, par exemple. Et la question qui est posée ici, pour moi, c'est de se dire, mais d'accord, mais par exemple, si mon activité, c'est une activité d'artiste, qui consiste précisément à sortir du champ de l'activité strictement humaine, est-ce que c'est considéré comme une activité ou pas? Et il semble que l'activité, presque en termes juridiques, entre guillemets, est toujours pensée comme une activité humaine. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit une activité qui soit reconnue par des humains. Il faut que ce soit une activité qui produise une utilité sociale pour des humains, par exemple. C'est une activité qui produise une circulation économique au sein d'un circuit d'humains. Donc il y a toujours quelque part une capture au sein de l'espace humain. Et il semble pour moi que le dispositif quelque part du RSA semble toujours ici, quelque part, forcer quelque part une sorte de construction dans l'espace des humains et de refuser quelque part toute sortie, toute extériorisation. Ou en tout cas de le limiter frontalement. Voilà, il y a un côté comme ça. Et donc moi ça me pose question aussi parce que du coup, c'est-à-dire là-dedans, pour moi, ça pose un problème parce que ça pose un problème en termes d'autonomie de l'art. C'est-à-dire que si l'art est autonome, en gros c'est ce qu'il doit... Moi je posais les rapports entre l'art et l'État, mais en fait c'est plutôt les rapports entre l'art et l'humain. Est-ce que, dans ce cadre-là, il n'y a pas ici une sorte de forcing de l'art en disant il faut que l'art continue à être humain, quoi. C'est comme si par l'État forçait l'art à rester humain et ne voulait pas que l'art puisse communiquer avec d'autres champs, quoi. Je vois vraiment un problème qui se pose aussi, qui pose le problème de l'écologie. Pour moi, il y a un peu ce rapport-là. Non, parce que du coup, le non-humain, c'est aussi l'écologie, etc. Bon. Donc là, il y a un enjeu pour moi, évidemment, entre une espèce de... C'est comme si le monde des humains était une sorte de force centripète qui concentre tout. Cette concentration, elle est liée aussi au niveau de l'État, elle est liée à l'État, elle est liée au marché, qui ne veut pas quelque part qu'on s'éloigne trop, en fait. Et c'est comme si, moi, je revendiquais ici, en fait, une sorte de force qui vise au contraire à s'éloigner. Cette force qui vise à s'éloigner, cette force centrifuge, elle rejoint ce que Deleuze appelait la figure du schizo, mais qu'on trouve aussi dans le chamanisme, qu'on trouve aussi dans la neurodiversité en général, etc. Bon. Et donc moi dans l'écologie aussi. Donc pour moi quelque part il y a quelque chose qui se joue ici à ce niveau-là, hein, comme je l'ai dit plusieurs fois. Et donc bon, alors j'essaie de penser maintenant un peu différemment la question. Ce que je trouve un peu étrange du coup, c'est que maintenant quelque part, là avec cette question du RSA, il faut donc justifier de 15 heures d'activité quelque part si on n'a pas d'argent entre guillemets. Mais ça pose un truc super étrange parce que ça veut dire aussi quelque part que implicitement on considère que si on ne gagne pas d'argent, c'est parce qu'on ne travaille pas assez. Il y a un côté comme ça. Donc ça veut dire qu'on lie quelque part la question du travail avec la question de l'argent. C'est un peu étrange comme situation, hein, parce que cette conception-là, que le travail est lié à l'argent, c'est une conception qu'on trouve en particulier dans... que le travail, en tout cas en termes... Bonjour ? Oui, je vous en prie. Si je voulais joindre Leclerc. Leclerc ? À pied là, parce qu'en maintenant, mais le plus droit. Oui, attendez, Là, la Marguerite de Valois, je peux. Oui, ça. Et c'est là, oui, c'est là. Vous, attendez, oui, pour le grand magasin Leclerc. Ouais. Oui, c'est ça, je m'en souviens. C'est la rue qui est là, vous voyez là. Tout droit. La rue qui est là, vous allez tout droit et vous allez, il y a une descente. Voilà ça, tout droit descente et ce sera par là. Ah, d'accord. Voilà. Merci beaucoup. Juste tout droit. Et désolé. Hein. Je vous en prie. Et voilà, on me demande mon chemin, bon voilà. Donc voilà, et donc du coup, c'est intéressant du coup Leclerc, hein, je pense que ça c'est un événement qu'il faut penser, la question des courses, etc. Bon, peut-être qu'en effet il faut accepter ça. Moi j'ai l'impression que vous savez quelque part que l'attitude ici qui est de se dire je cherche une extériorité, elle se base sur un paradigme aussi, qui est très lié à Guy Debord ou à d'autres, qui quelque part refuse aussi quelque part un ancrage qui est déjà là. Hein, c'est comme si je disais, bah voilà, je veux un monde sans humains, etc. Mais en même temps, j'ai quand même besoin des humains parce que j'ai pas moi qui vais faire mon propre potager, etc. Donc en fait, quelque part, il y a ici une forme de presque, je vais pas dire un truc un peu adolescent, mais il y a quelque chose qui relève, pour moi, presque une sorte de subjectivité masculine, quelque part, qui va pas, qui refuse quelque part de voir un système de dépendance.
en tant que tel. Donc il y a peut-être cette notion-là presque déjà implicitement chez Marx aussi peut-être. Autre point aussi, voilà, ce que je trouve super étrange, c'est que là, du coup, sous ce rapport du RSA, on présuppose quelque part que l'argent est lié au travail. C'est-à-dire que, en tout cas, même au temps de travail nécessaire. Ça veut dire que, quelque part, c'est comme si les gens qui n'avaient pas d'argent parce qu'ils ne travaillaient pas assez. Et donc, du coup, fallait qu'ils se forcent à travailler, fallait qu'ils prouvent un petit peu leur... Il y a un truc un petit peu étrange là-dedans, en fait, parce que quelque part, il y a presque quelque chose qui pourrait relever d'une conception, en effet, que l'argent, la valeur, elle est proportionnelle au temps de travail. Or, je pense que c'est pas ça du tout. Moi, je pense que ça n'a rien à voir du tout là-dessus. C'est pas une question de temps de travail. Cela dit, c'est vrai que là, ce que moi j'ai essayé d'explorer, c'est de me dire peut-être que la valeur, elle est plutôt liée quelque part à une distance au centre. Plus on est proche du centre, quelque part, plus on a de l'argent. Ok. On pourrait se dire aussi, plus on... Donc ça serait du coup ici cette distance, quand je parle de distance. Et en même temps, où est le centre aussi, hein, où est le centre? Parce que bon, bah voilà, qu'est-ce que c'est qu'un centre, etc. On pourrait se dire aussi, moi je dirais que c'est le centre du récit. Hein. On pourrait se dire aussi, si on est la question de l'argent, elle se situe lorsqu'on est proche de ceux qui produisent de l'argent en tant que tel, mais c'était pas uniquement ça. Parce que je pense qu'on pourrait le voir à l'inverse. On pourrait se dire, ceux qui produisent l'argent parce qu'ils sont au centre du pouvoir qui produit l'argent. Mais que si ce centre du pouvoir, entre guillemets, ou si ce centre quelque part de légitimité, quelque part se déplace, alors en fait ça va déplacer aussi quelque part cette forme... C'est-à-dire que les banques c'est pas elles qui produisent l'argent, c'est que les banques elles sont à des endroits dans lesquels on va dire il y a un système symbolique qui légitimise quelque part leur pouvoir symbolique qu'elles vont produire depuis ce lieu. Et qu'en ce sens-là, connaître la géographie du lieu permet quelque part de prendre les banques par le sol, si on veut, hein, par en dessous. Donc c'est pas tellement la question des banques en tant que telle. Hein. Il s'agit ici de déplacer la question de la banque en disant c'est pas la banque qui contrôle tout. Et là il y aurait entre guillemets un chaîne d'antisémite si je reprends un peu Moshe Poston, mais justement quelque chose qui relèverait d'une sorte d'architecture sous-jacente. Là-dessus je reprends un peu Moshe Poston parce qu'en effet Moshe Poston semble dire que je tourne un peu en rond là, peut-être ailleurs. Moshe Poston semble dire que je sais pas là. Semble dire qu'en fait, le travail est une forme historiquement déterminée, etc. Je ne pense pas tant que ça. Je pense que le capitalisme peut être lu comme étant une technologie qui, quelque part, régule un système de valeurs qui est, lui, naturel. C'est-à-dire, quelque part, qu'il y aurait ici, donc ça serait une sorte de monisme, un petit peu de la valeur, etc. Mais la valeur correspond à une naturalité. Donc, il y a une forme ici de naturalisme, même une sorte d'ultra-naturalisme, je ne sais pas ce que ça veut dire, en tout cas un naturalisme de la valeur. Donc la valeur serait naturelle. En ce sens-là, c'est peut-être une vision, je ne sais pas si elle est vraiment de droite, parce que bon, c'est pas vraiment sur un truc gauche-droite là, mais c'est pas en effet une conception constructivisme strictement. Hein. Il y a vraiment ici la valeur a une légitimité, entre guillemets. Sauf que ce que je dis ici, c'est qu'il y a dissociation, ça c'est intéressant. Il y a dissociation entre cette valeur fondamentale, quelque part, et l'argent, la monnaie, qui est censée l'incarner. Ça veut dire qu'à tout moment, c'est que la monnaie, quelque part, elle est simplement un support d'inscription de la valeur. Et qu'à tout moment, quelque part, si la monnaie ne suit pas les mouvements de cette valeur, alors la monnaie va perdre sa valeur au profit d'autre chose. C'est-à-dire qu'à tout moment, si moi je produis ma monnaie et que cette monnaie que je produis, elle est plus en phase avec le circuit de circulation de la valeur fondamentale, alors c'est moi qui vais prendre le pli. Donc en fait, il faut voir l'argent comme étant un outil de capture, non pas quelque part quelque chose qui incarne la monnaie, mais plutôt quelque chose qui incarne une certaine forme d'inscription temporaire de valeur qui se projette par-dessus. Cela dit, ça me pose des questions, parce que moi je me disais aussi, oui mais d'accord, mais il y a un régime de propriété quand même. Moi avant j'avais pensé quelque part la valeur de l'argent comme étant l'inscription d'un droit du rapport au pouvoir. Et c'est vrai, c'est-à-dire quelque part que je me basais dans l'idée que quelque part chacun avait un peu un territoire et qu'en fait quelque part la monnaie est un système de circulation des registres de violence entre ces territoires. Parce que je me basais ici sur presque une espèce d'idéal un petit peu anarchisant, quelque part que chacun devait avoir accès au même territoire spatial. C'est-à-dire un petit on étant sur Terre, donc on mérite tous quelque part d'avoir tel ou tel aspect de la Terre, si on veut, et que donc du coup, les gens qui ont énormément de terre par rapport à d'autres, etc., en fait, quelque part, il y a une forme d'agression qui est posée par rapport à ça, et cette agression, elle est matérialisée par l'argent. Donc là, l'argent matérialisé quelque part un rapport d'oppression, un rapport de pouvoir.
Alors c'est toujours le cas, hein, je pense qu'on peut le dire comme ça si on veut. Voilà, bon. L'argent matérialise quelque part le droit d'accès à un système de pouvoir. Celui qui a de l'argent, quelque part, comment dire, est comme protégé de la police. Voilà. La police va être un outil de répression et de violence qui va s'abattre sur les gens qui n'ont pas d'argent. En gros, voilà. Et on va leur interdire d'avoir accès à des terres, d'avoir accès à la nourriture, etc. etc. Donc c'est-à-dire que, en gros, c'est un système de régulation des corps. Si on prend le corps comme étant, la propriété comme étant une extension du corps, c'est-à-dire que il y a mon corps, et mon extension de mon corps, c'est la voiture, la maison, les hectares, les usines, etc. Bon. Du coup, il y a un conflit entre des corps, quelque part. Ce conflit est régulé sur un plan juridique par la question de la propriété, qui acte quelque part les conflits entre ces corps et les territoires que ces corps entretiennent. Et ensuite, les relations quelque part de pouvoir ou de tension ou de violence entre ces corps est comme régulé ici par l'argent, mais l'argent quelque part est juste l'inscription quelque part des dynamiques de pouvoir entre les gens. Ça serait ça un petit peu l'idée, quoi, du coup. Voilà. Et en ce sens-là, du coup, moi qui me basais dans une espèce de plan, je base sur un plan qui serait un plan un peu utopique si on veut. Le plan utopique depuis lequel le pouvoir n'apparaîtrait pas, qui serait comme une sorte de plan d'immanence. Alors dans ce cadre-là, en fait, la propriété et l'argent agissent comme une sorte de pliage, hein, au sens un peu de l'autre aussi là-dessus, mais comme un pliage, une tension quelque part qui émerge du champ et qui va quelque part révéler quelque part un rapport de pouvoir sous-jacent. En gros ici, l'argent, la propriété est un révélateur d'un traumatisme plus profond. Bon. Ce qui devient intéressant là-dedans aussi, c'est que je pense qu'on peut comprendre aussi ce régime, cette logique de propriété et d'argent, etc., si on intègre une autre dimension. C'est-à-dire que, moi, le problème que je pose ici, c'est que c'est comme si je voulais une sorte de plan absolument horizontal. Bon. Et qu'en fait, je trouve qu'on peut retrouver ici quelque part un système de cohérence, un système mathématiquement quelque part cohérent avec ce qui se passe là-dessus, si on intègre une forme de verticalité. Et cette verticalité, je vais le noter comme étant du temps quasiment chronologique. C'est-à-dire que ce que je vais supposer ici, c'est que quelque part, les gens qui ont de l'argent, en fait, sont dépositaires d'une mémoire. Ce sont des gens qui sont dépositaires d'une mémoire ancienne, et que ce faisant, cette mémoire ancienne constitue en fait une forme de maîtrise, d'une certaine manière, une sorte de maîtrise, une sorte de maîtrise des formes, de maîtrise de formes anciennes, de structures fondamentales, si on veut, et qu'en ce sens-là, quelque part, ce que matérialise le rapport de dépendance financière est en fait une dépendance de forme. C'est-à-dire que, en gros, ce que je dis ici, c'est que qu'est-ce qu'un ancien, entre guillemets, hein, je vais mettre entre guillemets, mais dans un village ou quoi, bon. L'ancien, c'est celui qui a une mémoire du passé, celui qui a vécu quelque part ce qu'ont vécu c'est celui qui est dépositaire justement de ce qui s'est passé dans le village, des événements qui ont traversé le village, etc. Mettons dans un village ici, hein, mais voilà, et donc du coup c'est un peu le doyen si on veut, c'est quelqu'un qui a une expérience par rapport à ça et qui peut anticiper des événements qui vont bouleverser le village potentiellement plus tard, parce que ça va réactiver ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire qu'en gros il est dépositaire d'une mémoire des traumatismes du passé et des outils qui ont permis de dépasser ces traumatismes. Donc en gros quelque part il a incarné disons des défaillances du système et des forces et des formes qui ont permis quelque part d'acquérir une forme de stabilité. En ce sens-là, on pourrait dire c'est un petit peu comme un noyau au sens de Linux, quoi, si on veut. C'est-à-dire vraiment c'est un peu la base et il faut que cette base elle soit extrêmement stable. Et elle peut être stable parce que quelque part elle est là depuis longtemps, quelque part, et elle a pu quelque part depuis longtemps garantir une forme de stabilité, quoi. Voilà. Alors que si quelque part, voilà, mettons quelqu'un qui était tout jeune, alors je pense un peu à Macron par exemple, mais quelqu'un qui serait tout jeune, qui prend, je suis pas passé par le bon côté du coup, si, ah, d'accord, qui quelque part, prend les rênes de l'État ou n'importe quoi, du coup quelque part c'est un peu dangereux, parce que quelque part c'est quelqu'un qui n'a pas su faire ses preuves, quelque part, quelqu'un qui n'a pas su c'est comme si quelque part on installait, il y a un truc très expérimental, quoi. Ça veut dire que ça peut être très intéressant parce que c'est un peu nouveau, mais en même temps le risque c'est que ça tienne pas sur la durée, parce que quelque part ça permet pas de répondre à tous les autres trucs qu'il y avait avant. Et donc c'est pour ça, j'ai l'impression qu'en fait ce qui se passe dans un système politique, mais dans un système aussi technique ou n'importe quoi, ça fonctionne bien quand c'est un système qui est là depuis longtemps, qui a pu prouver sur le temps quelque part que ça pouvait durer. Et ça peut durer parce que quelque part il est un petit peu, comment dire, il est capable d'intégrer une multiplicité de chocs, si on veut, de ce qui se passe. Donc plus il intègre des chocs différenciés,
plus quelque part il garantit sa fiabilité. Alors qu'un autre système, quelque part, s'il est un peu nouveau et qu'il a l'air bien au début, mais qu'en fait à tout moment il peut très bien prendre un choc un peu différent et s'effondrer parce que quelque part il n'était pas adapté à ça. Bon, bref. Je sais plus pourquoi je parle de ça. Bon. Et donc du coup pour moi c'est un petit peu ça. C'est vrai que pour moi les entreprises, quelque part, qui ont beaucoup d'argent, etc., ou les gens qui ont beaucoup d'argent aussi, quelque part c'est des gens qui sont dépositaires d'une forme, sont dépositaires d'une structure, et que cette structure jusque-là, elle a pu tenir, et donc du coup elle montre une forme de résistance, si on veut. Voilà. Donc en gros l'argent ici est un révélateur d'une logique assez conservatrice, mais en même temps nécessaire, qui montre ici quelque part la... En fait c'est un indicateur d'une stabilité, quoi, en gros. C'est un indicateur de stabilité dans le temps. En fait, voilà. En gros c'est ça. Bon. Et donc c'est pour ça pour moi que, en fait voilà, évidemment les gens qui ont de l'argent ils sont un peu réactionnaires, ils sont un peu conservateurs parce qu'en fait c'est ce qui tient, ce qui fait l'argent, c'est ça. Donc par définition un petit peu, voilà. Et en même temps si quelque part les gens continuent à avoir de l'argent aussi comme ça, c'est aussi parce que moi je me demande de quelle manière en fait justement on peut s'approprier l'argent, en s'appropriant les structures, c'est-à-dire comprendre qu'est-ce que des gens comme qui ont beaucoup d'argent en France, que je vais pas citer, mais comment des millionnaires, etc., qui ont beaucoup d'argent, de quelle structure ils sont les dépositaires. C'est-à-dire que quelque part, souvent c'est des gens qui ont des entreprises, et ces entreprises quelque part c'est des gens qui, entreprises qui régulent quelque part, je sais pas moi, le rapport à l'énergie, à l'électricité, au luxe, ou je sais pas comment. Et la question c'est de se dire, en fait voilà, c'est que eux-mêmes ils ont quelque part une maîtrise entre guillemets de ces outils-là, parce que c'est eux qui en sont du coup les plus fiables si on veut, parce qu'ils ont pu montrer depuis longtemps que ça tient sur eux, quoi. Et là du coup la question c'est comment on peut justement se réapproprier ces structures en les anciennes, voilà. C'est un peu la question, et en allant plus loin peut-être, en faisant des structures qui sont plus solides encore. Bon. Donc là la question c'est un peu celle-ci, c'est de se dire penser sous ce terme-là, hein, c'est-à-dire que l'argent ça incarne une forme de stabilité. Alors il y aurait aussi autre chose, moi j'ai l'impression qu'on peut aller un peu plus loin éventuellement. Parce que moi c'est un petit peu ça qui se pose, c'est de se dire finalement ce qui se passe aujourd'hui, c'est que face à la question de l'écologie, c'est qu'on voit que ces structures-là sont pas si solides que ça. C'est-à-dire qu'elles sont solides, mais elles sont pas solides sur des grandes échelles. À l'échelle de 50 ans, 100 ans, ça détruit la planète, et donc du coup c'est pas si solide en fait. Enfin voilà, il y a un conflit aujourd'hui entre ces structures-là et la planète Terre. Et donc du coup, en fait, ce qui devient plus solide encore, c'est justement d'avoir accès à des structures beaucoup plus profondes, qui seraient un peu écologiques, en lien avec la Terre, etc. Et qu'en ce sens-là, si quelque part on s'appuie sur des structures qui ne sont pas strictement anticapitalistes, il ne s'agit pas d'être forcément contre, je sais pas, les millionnaires ou quoi, voilà, mais simplement qui seraient capables d'être plus larges encore, qui seraient des structures qui seraient capables, on va dire, un peu d'ingérer quelque part ces structures de milliardaires au sein de structures beaucoup plus larges, beaucoup plus conservatrices si on veut. Mais ça supposerait peut-être pas de construire un État, un super État, de construire un système économique, comme c'est le cas pour Bitcoin par exemple, un petit peu, hein, si on veut. De construire quelque part des systèmes qui sont stables et qui sont plus stables entre guillemets. Parce que c'est un peu le cas, Bitcoin apparaît presque au fur et à mesure, au fil des ans, plus ou moins, hein, c'est à nuancer, mais comme étant plus stable quelque part que certaines économies, plus stable et plus fiable quelque part, parce que c'est lié au code, parce qu'on a quand même un logiciel qui gère tout, hein, c'est quand même assez dingue, que voilà, une administration très lourde avec un système de banque, etc., avec qui fonctionne pas toujours très bien, hein, enfin moi c'est un peu. Donc voilà, bon, c'est à voir, mais voilà, peut-être quelque part que oui, la force de Bitcoin, c'est pas que c'est une force parce qu'il est stable, parce qu'il est ultra stable en fait. On peut dire ça comme ça, parce que pour l'instant il n'y a pas eu vraiment de fuite, enfin il n'y a pas eu de, il y a eu des problèmes en termes de, il y a des avec ZFC, etc. Bon, je sais plus leur nom là, des systèmes de banque, etc. Mais le code source du logiciel n'a pas été craqué, alors que pourtant ça vaudrait des, voilà. Mais pour l'instant, il est pour l'instant pas craquable. Jusqu'à ce que peut-être qu'on puisse, peut-être qu'il y aura peut-être des problèmes au niveau de la cryptographie, mais bon, avec les ordinateurs quantiques, je sais pas. Mais bon. Donc voilà un petit peu l'idée. Bon. Et donc du coup, voilà, c'est ce qui était. J'essaie de le poser un petit peu comme ça. Et donc du coup, j'ai l'impression que, notamment sur le plan de l'ontologie, quoi, s'appuyer sur les structures ontologiques qui seraient sous-jacentes et plus importantes que, plus stables que quelque part l'enjeu du capital, permet de délier la question du capital. Et là-dessus, je trouve que justement, ça fonctionne pas avec Marx aussi, parce que Marx propose un système concurrentiel, mais qui n'est pas, qui fonctionne pas si bien que ça. Du coup, c'est pas un dépassement, il fait un contrepoint, Marx à l'économie néoclassique, qui montre autre chose, mais qui aurait un dépassement possible. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce dépassement possible, et en fait d'ouvrir quelque chose de complètement différent.
à ce rythme-là, en effet, il deviendrait peut-être possible de retrouver beaucoup à voir, hein, et de retrouver quelque part une certaine respiration, de retrouver aussi l'accès peut-être à une économie très très... En théorie, je me dis, si on... c'est un petit peu comme Bitcoin, en effet, retrouver une valeur énorme, quoi. On peut retrouver peut-être beaucoup de valeur là-dessus, je sais pas. À voir. À voir. Enfin bon. Non, je pense beaucoup à l'action de l'affect là-dessus. Donc voilà où j'en suis du coup. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Et que du coup, voilà, peut-être que ça répond aussi à cette question du non-humain, quoi, du coup, voilà. Et c'est pareil, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que ce qui se joue dans la question de l'argent, c'est que, en fait, l'argent semble être un mode d'accès, quelque part, à cette espèce de trace du passé, quoi. En gros, voilà. C'est un peu ça. C'est pour ça que chez Marx, il y a un refus du passé, il y a un côté table rase, hein, voilà. Mais du coup, ça, c'est plutôt, il ne s'agirait pas de refuser le passé, mais au contraire d'être capable d'intégrer le passé. En fait, c'est typique, on le trouve aussi dans des logiques justement, de doyens. Par exemple, quand on a quelque part dans comment on appelle ça, comme dans une meute. Quand il y a un loup qui décide, le loup qui décide, c'est le loup qui est le chef parce que quelque part, il est là depuis longtemps. Et il va y avoir parfois un jeune loup qui va se confronter à lui, qui va quelque part incarner un récit concurrent, incarner quelque part un contrepoint et qui va s'y opposer. Soit quelque part, le jeune loup gagne et prend la place du doyen. Et dans ce cas-là, quelque part, c'est comme si le doyen, quelque part, n'était pas assez puissant, n'était pas assez fort et devait laisser la place, quelque part, à un autre récit qui prend le champ de la meute. Soit quelque part, en fait, le doyen se défend bien et en fait, le jeune loup n'arrive pas à le battre. Et c'est comme si, quelque part, le récit du jeune loup n'était pas encore assez suffisant, assez puissant pour contrecarrer l'ancien modèle. C'est un petit peu comme avec Linux, quoi, si on veut. Ça veut dire que voilà, on a des trucs comme Ubuntu, par exemple, qui sont là depuis longtemps, bon voilà, plus ou moins sérieux, quoi, si on veut. Et en fait, voilà, soit quelque part, Ubuntu s'effondre progressivement et n'arrive pas à tenir, n'est pas aussi à tenir ses promesses, et donc du coup, il y aura un autre logiciel qui va, un autre OS qui va quelque part le détrôner. Soit quelque part, c'est pas le cas, et dans ce cas-là, ça marche jamais, qu'on n'arrive jamais à le traîner en face, quoi.